Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de La Touche Animale. Sylvain va se joindre à nous. Aujourd'hui, on va parler du surpoids des animaux de compagnie. Et comme vous le savez, vous pourrez retrouver dès demain le replay sur whoopets.fr, le site des amoureux des animaux de compagnie. Et donc aujourd'hui, on va parler surpoids, obésité, alimentation. Donc vous vous joignez à nous. Et non, ça n'a pas marché. Ça va marcher, on en est sûr. Ça va finir par marcher. Du moins, je l'espère. Mais oui, salut Sylvain, ça va? Très bien. Ça va nickel et toi? Parfait. Bon, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors Sylvain, aujourd'hui on parle du surpoids. Donc toi en tant que vétérinaire, est-ce que tu as remarqué depuis que tu pratiques que les animaux sont de plus en plus en surpoids? Alors oui, exactement. Surtout alors, mon expérience à Paris, des animaux qui sont sédentaires. Donc par sédentaire, on va entendre une activité réduite par rapport à leurs besoins. Donc ça touche essentiellement les chats. Et je pense, alors j'ai pas de chiffres officiels, mais je pense quand même parce que de par les animaux qu'on voit à la clinique, il y a à peu près 80% des chats qui sont en surpoids. Bien C'est énorme. énorme. Alors, ils ne sont pas forcément tous obèses, et ils sont effectivement pour la plupart en surpoids. Les chiens, un petit peu moins. C'est vrai qu'avec le chien, le fait aussi qu'il doit sortir, qu'il ait une activité à cause des besoins un peu plus régulière, c'est moins souvent le cas, mais c'est aussi présent bien sûr pour les chiens. Alors déjà, avant tout, c'est s'entendre qu'est-ce que c'est que le surpoids et surtout comment le reconnaître. Parce que c'est vrai qu'en consultation, on va avoir, je ne sais pas si la lumière, c'est un peu pourri, je vais me décaler, peut-être mieux. Enfin non, c'est pas mieux du tout. Ça. Vas-y, t'inquiète, prends le temps, t'inquiète pas. Euh, la, la première aussi réaction des propriétaires quand on leur dit, je leur dis que leur animal est en surpoids, c'est l'étonnement. C'est déjà, ah bon, mais Ouais, vous pensez, il y a, bon, par affection, ou peut-être méconnaissance, ne pas se rendre compte que son chat est vraiment en surpoids. puis ils se vexent en plus, j'imagine, enfin, quand tu leur dis que leur animal est en surpoids, j'imagine qu'ils le prennent pas bien. Oui, c'est vrai qu'en plus, bon, je vais employer des termes, enfin, si le chat est obèse, il faut employer ces termes-là. C'est pas du tout péjoratif, mais l'obésité est quand même un terme médical, et dans certains cas, c'est vraiment le cas. Alors, comment savoir si l'animal est en surpoids? Je pense que tout le monde a vu effectivement ces petits schémas, ces dessins, ces silhouettes Oui, où tu vois effectivement si ils sont complètement, oui. vue de haut et vue de côté. Alors, ce qui est facile, c'est lorsque vous touchez la cage thoracique, donc sur les côtes de votre chat et de votre chien, il faut, donc on dit, exercer une pression légère et sentir les côtes. Bien évidemment, si vous devez enfoncer les doigts et ne même pas sentir les côtes, c'est que là, il y a un problème, c'est que le chat est en surpoids. Il faut aussi que la ligne du dos sur les lombaires, donc au-dessus de l'abdomen, que l'on ait une silhouette arrondie. Si l'animal est en surpoids, ça peut devenir plat, vraiment. Donc, d'où entre nous, on appelle ça une table basse, de manière amusante, on va dire, quand l'animal Oui, est... bah, il y a un de tes confrères qui vient de effectivement mettre un commentaire sur la table basse que Ikea Ah, pourrait en sortir une ligne tellement il y en a. exactement, bah, c'est ça. Et l'abdomen aussi, l'abdomen doit être quand même dessiné. Oui, après, tu as des races alors qui ont été transformées par l'homme, mais tu as des races qui, entre guillemets, sont obèses un peu naturellement. Le carlin, le bulldog français, c'est quand même des races qui, enfin, je veux dire, sont jamais fit, quoi. Oui, ça c'est vrai. Les chats, on peut penser aux British, où justement ils sont sélectionnés pour être ronds. Mais après, il y a des British, on va dire, qui vont être ronds, entre guillemets, Du standard. et il y a les British qui vont être obèses. Mais après, effectivement, c'est une réflexion qu'on peut se poser. Comme pour les races brachycéphales, on va les sélectionner pour des critères physiques, mais qui sont peut-être, qui vont les exposer à des problèmes de santé. Pareil pour ces races qui sont justement plus rondes, qu'on aime rondes. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense pas trop.
Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça reste dans une mesure. Et comme pour toute race, avec des morphologies qui peuvent être un peu exacerbées, il faut rester raisonnable. Il y a plein, effectivement, de races brachycéphales, des carlins, des bulldogs, des boston, qui respirent tout à fait normalement, et d'autres qui vont avoir les nez complètement écrasés, très brachycéphales. C'est ces extrêmes-là qu'il faut absolument éviter. Des British en surpoids morbide, ça arrive trop souvent, et c'est ça surtout qu'il faut éviter. Donc, Donc, ouais, British en chat et genre Basset Hound, Bulldog anglais plutôt, Carlin et tout en chien. Ça, c'est des races. Et à l'inverse, tu as les lévriers qui, pour le coup, eux, c'est plutôt l'inverse, quoi. ah oui, complètement. Et puis chez les chats, on va penser aux abyssins. Alors, bon, non, ils peuvent être quand même gros, mais quand même, qui vont être des silhouettes plus fines, les bengales, les abyssins, qui sont quand même un peu plus élancés en général. Euh, alors, la gestion de poids, c'est hyper important parce qu'il va y avoir plein d'effets secondaires, plein de conséquences de cette obésité. Alors, par obésité aussi, on va donner des notes à l'animal. En général, on donne une note d'état corporel, ce qu'on appelle, qu'on va noter de 1 à 9, avec 1 maigreur extrême, cachexie, et 9 obésité morbide. Et donc, c'est justement, ça va nous permettre de suivre le poids de l'animal, de pouvoir savoir s'il est en surpoids ou pas et s'il faut faire quelque chose, bien évidemment. Donc, et c'est hyper important parce que comme pour nous, bah, tout le monde le sait, le surpoids nous expose à des problèmes de santé chroniques. Oui, c'est ça la question. C'est justement en tant que toi vétérinaire, quels sont les symptômes qui vont découler directement finalement du surpoids de l'animal, voire de l'obésité quand c'est le cas? Alors, on peut penser à des troubles ostéo-articulaires, l'arthrose. On le sait que le facteur numéro un qui va aggraver, favoriser l'arthrose, c'est le surpoids. Avant même l'âge, avant des pathologies, des fractures, des choses comme ça, c'est vraiment le surpoids. Et c'est donc, par là, on entend le facteur numéro un sur lequel le propriétaire va pouvoir avoir une action et améliorer le confort de son animal. Donc, les troubles ostéo-articulaires. On va penser aussi aux problèmes respiratoires. Un chien ou un chat, il faut imaginer, bon, ils ont déjà aussi, ils sont sur quatre pattes, donc leur anatomie, leur position est différente, avec une couche graisseuse importante au cours du thorax, ça peut gêner la respiration. Euh, donc, ça peut venir aussi, alors, sur des races qui vont être en surpoids, gêner effectivement l'expansion de la cage thoracique, ça peut entraîner aussi ça couplé à des problèmes de trachée, ça peut entraîner de vrais problèmes respiratoires. Ensuite, chez le chat, et ça c'est le facteur numéro un, je pense, qui est en plus est très parlant pour les propriétaires, c'est le risque d'apparition du diabète. Donc le diabète, chez le chat, c'est un diabète qui correspondrait à notre diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète d'insulino-résistance, c'est-à-dire que à force de sécréter de l'insuline, les cellules du corps ne répondent plus. Et donc le chat commence à présenter une hyperglycémie. Ce diabète, une fois que le diabète s'est installé chez le chat, ça va impliquer un traitement de l'insuline, comme pour nous. Mais cette insuline, C'est obligé du coup de piquer ton chat tous les jours. c'est ça, matin et soir, à heure Wow. fixe. Ça veut dire que, alors le chat en général, une fois qu'il est stabilisé, il s'habitue parce qu'au moment où on lui fait l'injection, il doit manger. Donc lui, au contraire, c'est même lui qui vient réclamer l'injection. C'est des toutes petites aiguilles, ça se Oui, passe oui, comme mais bon, pour le faire garder, pour, enfin, je veux dire, pour des tas de choses, enfin, pour t'absenter, enfin, t'es ça. toujours obligé d'être là, quoi. En faire, c'est voilà, c'est après vous êtes coincé à vie, matin et soir chez vous, vous ne pouvez, il n'y a plus de spontanéité, de dîner, de quoi que ce soit. Donc ça en général, c'est vrai que c'est assez parlant et en général, j'arrive à convaincre les propriétaires assez facilement avec ça. Ça c'est vraiment chez le chien aussi, il y a des risques de diabète, un peu moins quand même. Euh, Ensuite chez le chat, alors encore une fois chez le chat parce que c'est vrai que c'est l'animal qu'on voit le plus et là une particularité anatomique du chat, c'est que un chat en surpoids va être beaucoup plus à risque en cas d'anorexie. Pourquoi? Parce que au moment d'une anorexie, quelle que soit la raison de l'anorexie, n'importe qui, toi, moi, si on ne mange pas, notre corps va chercher son énergie, puiser son énergie dans ses réserves. Et Ouais, donc, moi, ce serait bien qu'il pèse un peu plus là en ce moment, tu vois. Il peut aller creuser plus loin. exactement. Et donc, les muscles, la graisse. Et le problème du chat, c'est qu'en mobilisant ces graisses pour trouver de l'énergie, les graisses vont
envahir le foie, le saturer. Le foie ne peut pas métaboliser correctement les graisses chez le chat. Et donc, ça peut entraîner une lipidose hépatique, ce qu'on appelle, et ça peut être mortel. Ou alors, ça peut, si le chat s'en sort, ça peut être des fois 2-3 semaines d'hospitalisation avec une sonde pour réalimenter le chat. Donc, c'est pour ça qu'un chat en surpoids va être beaucoup plus à risque pour n'importe quelle autre pathologie. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle ces comorbidités, comme ce qu'on entend, on en a beaucoup entendu parler, comme pour nous, au moment du Covid, on parlait de la comorbidité pour les personnes obèses. Et c'est plutôt les chiens, du coup, sur les troubles de mobilité, type effectivement tout ce qui va être problème de boiterie, de hanche, etc. C'est plutôt. Oui, je vois qu'effectivement. Merci pour les petits commentaires sur les réserves, les amis, c'est très très sympa. Euh, et chez les chiens, ça va plutôt être effectivement les problèmes de mobilité. Oui, exactement. Les troubles ostéo-articulaires, donc l'arthrose, les boiteries, va pouvoir déclencher beaucoup plus des troubles ostéo-articulaires, voire aggraver ceux qui sont déjà existants. Et donc, pour éviter justement tout ça, qu'est-ce qu'on met en place? Parce que, par exemple, un chat, genre, pour lui faire perdre 1 kilo, c'est hyper dur. Un chien, c'est plus facile parce que tu peux lui faire de l'exercice quand tu as pris conscience que ton animal doit perdre du poids. C'est plus facile, mais c'est quoi? Il faut changer l'alimentation, le rythme de vie. Alors ça, oui, ça va passer par tout ça. L'activité, alors chez le chien surtout. Maintenant, il faut faire attention, se mettre à faire beaucoup plus de sport. Alors marcher, courir, un chien qui va être en surpoids va l'exposer à des troubles pour ses articulations, va stresser les articulations. Donc on peut pas, c'est comme pour nous, tout passe essentiellement, à mon sens, par l'alimentation. Alors diminuer d'un coup l'apport, c'est pas forcément une solution. L'animal va avoir faim, donc c'est diminuer toujours progressivement, que ce soit avec que vous lui donniez à manger des croquettes, de la pâtée, ou une alimentation ménagère, c'est diminuer progressivement cette part. Et ensuite, c'est rajouter des aliments qui vont être pauvres en calories, mais qui vont apporter du volume à la ration. On va penser à des courgettes, des haricots verts, qui sont en général très bien digérés par les animaux, pas responsables d'allergies. Pour le chat, alors si le chat l'aime bien, c'est en plus des aliments pleins d'eau, donc on pense alors aux reins, aux troubles urinaires, c'est parfait. Et ça permet justement de caler l'animal, d'atteindre cette satiété et donc de permettre de diminuer l'apport calorique en parallèle. Mais tu changes quand même, pour ceux qui sont, la majorité sont quand même sur les croquettes, tu changes de référence généralement. Si tu as ton chien ou ton chat qui est en surpoids, tu vas changer de marque, voire de référence pour passer sur du light, de l'obesity, enfin satiety, enfin toutes les références qu'on connaît. Il y a plein de marques qui ont des aliments spécialisés, mais tu changes quand même. Oui, on change, mais en faisant attention, c'est que je l'ai encore eu tout à l'heure en consultation. Une dame qui me dit je comprends pas, j'ai juste changé, je me suis mis à donner des croquettes stérilisées, enfin light et stérilisées, weight management à mon chien, et il continue de manger, sauf qu'elle me donnait toujours à volonté, sans mesurer les quantités, donc manger encore plus d'un aliment, mais certes plus pauvre en calories, mais si vous en mangez trop, bah, ça continuera à augmenter. Donc c'est les alimentations comme ça, pauvres en calories, l'intérêt c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir maintenir, en fait, tu peux maintenir le volume de la ration, donc caler l'animal qui n'ait pas faim, mais en apportant moins de calories. Mais sauf que si ça reste à volonté, et ça c'est le problème de beaucoup de chats qui ont une alimentation à volonté, on remplit le bol, et puis bon, ils s'autogèrent, sauf que à cause peut-être de la stérilisation, ou à cause du sevrage, ou de son mode de vie, il va pas gérer et il va manger un peu en continu. Ça, c'est aussi le problème de la sédentarité des chats, c'est qu'un chat en appartement, il fait moins d'exercice, mais il est aussi moins stimulé parce que à l'extérieur, il y a des odeurs, des bruits, son territoire à explorer. Dans un appartement, il tourne peut-être un peu en rond qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Donc c'est pour ça que juste donner à volonté un aliment certes pauvre en calories, c'est pas forcément l'option. Mais ça peut vraiment aider et donc ça doit être accompagné aussi d'un changement de mode de distribution. C'est-à-dire que si avant c'était à volonté, il faut commencer à peser. Alors c'est un peu fastidieux, mais il n'y a pas d'autre option. C'est peser la quantité de croquettes qu'on vous donne. Alors il y a aussi maintenant plein d'outils qu'on va avoir. On pense à ces gamelles connectées. Ouais. Automatiques qui permettent de donner une quantité fixe par repas. Attention aussi aux distributeurs, c'est que ils ne pèsent pas la quantité de croquettes, c'est un rotor en fonction du volume. Donc en fonction de la taille des croquettes,
on peut avoir un volume un peu plus important qui va tomber. Et alors, il y a plusieurs questions qu'on va Ouais. prendre juste après. Et tu as évidemment tous les tapis de fouille pour occuper l'animal qui mange moins vite et plus doucement. Alors, il y avait Randy qui posait la question, peut-on compléter avec des légumes, mais en boîte? Alors, je préfère les légumes frais ou surgelés parce que dans les légumes en boîte, il peut y avoir des conservateurs sucrés, salés. Donc, c'est pas forcément recommandé, soit pour des troubles de la digestion, soit pour un apport calorique qui reste un peu plus élevé, soit pour carrément des allergies à ces conservateurs. Donc, mieux frais ou surgelés. Vous pouvez vous faire un peu comme nous, vous mettez à cuisiner pour la semaine. On congèle, par exemple, je sais pas si le chat aime bien, parce que le haricot va être croquant, donc ça peut rappeler un peu la croquette, comment, en fonction de sa cuisson. Peut-être que certains chats vont préférer ça. Ou alors de la pâtée, la courgette en pâté. Et puis ça, après, vous congelez je sais pas, vous faites dans les bacs à légumes, vous congelez de la courgette bouillie, cuite, et puis vous la décongelez au besoin, quoi. Et alors, il y a Thomas qui donc, nourrit ses chiens au barf et qui demande du coup des conseils. Ah, alors, ton son a sauté, je ne t'ai pas entendu. Toujours pas. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est bon? Non, mais c'est Ouais. parce que j'ai eu un appel en même temps, je pense que c'est pour ça. Donc, t'as pas entendu la question du coup? Ah, pardon, ok, super. Je disais, il y a Thomas qui donc, nourrit ses chiens au barf. Il a des labradors, puisque je connais Thomas. Et donc, il a des labradors, il est nourri au barf et il demandait des conseils du coup. Et des conseils pourquoi? Par rapport, Par rapport, je pense, pour la perte de poids, pour effectivement, c'est peut-être du coup diminuer les quantités, enfin, tout ça, tout ça. alors, dans le bar, ça va dépendre de ce qu'il va donner, mais effectivement, c'est diminuer peut-être c'est le même objectif qu'avec les croquettes en fait. Ça va être de diminuer l'apport des aliments qui vont être riches en calories. Et de compléter avec éventuellement des légumes, pareil, pour apporter du volume. Donc c'est à peu près le même principe en fait. Donc ça, c'est pareil. C'est diminuer, je sais pas, mais je sais pas exactement ce qu'il va mettre dans sa ration. Peut-être qu'il va nous dire Bon, bah, dans. Thomas, si tu écoutes, tu peux peut-être préciser ce qu'il y a dans la ration en commentaire, comme ça qu'on sache un peu. Donc, du poulet. Donc du poulet, le but, il diminue tout simplement la part de poulet et il rajoute des légumes. Les légumes, c'est vraiment une très bonne option en termes de volume, eau apportée, faible calorie. C'est un petit peu comme pour nous en fait. Y a pas de... Mais si pourtant, si tu donnes que du poulet à ton animal, enfin, vu que c'est que de la protéine quasiment, il est quand même pas censé trop grossir, quoi. Comme s'il en mange trop. Tu Ouais, peux, c'est ça, c'est que alors il en faudrait beaucoup de pastèques, mais tu peux quand même grossir en mangeant beaucoup trop de pastèques. franchement, c'est. Aussi dans le poulet, la cuisse est beaucoup plus riche. Il y a quand même un pourcentage de matière grasse dans la viande de cuisse par rapport au filet qui est différente, etc. Il va forcément, pour un régime barf complet, j'imagine qu'il ne donne pas que des filets de poulet. Il va y avoir des os, il va y avoir de la peau, il va y avoir des abats. Tout ça aussi, c'est très riche. Et c'est peut-être la part abat par rapport à la part filet qui est peut-être un peu trop importante. Et en même temps, les abats sont importants pour les minéraux, les vitamines, etc. Donc c'est peut-être sur ce rééquilibrage entre ces différentes parties du poulet ou carcasse qu'il faut travailler. Et est-ce que du coup, il faut les équiper par exemple d'un GPS connecté qui fait du coup traceur d'activité par exemple pour savoir combien il brûle en calories, s'il a fait assez de sport, etc. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas quelque chose que enfin que j'ai l'habitude de proposer parce que j'y pense pas forcément. Mais en vrai, oui, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est pas tant par l'activité. Enfin, un animal en surpoids, c'est pas tant par l'activité, mais plus par l'alimentation qu'on va pouvoir lui faire perdre du poids. Et après, une fois que le poids s'est stabilisé, là, à ce moment-là, reprendre progressivement une activité, parce qu'il faut aussi remuscler l'animal, parce qu'un animal en surpoids, c'est aussi un animal qui fait bien évidemment moins d'exercice, donc il y a probablement une fonte musculaire. Donc pour reprendre progressivement l'activité, et à ce moment-là, oui, ça peut très bien un capteur GPS pour pouvoir tracer un petit peu les progrès, l'évolution. Mais le chat, tu fais comment? Parce que le chien, effectivement, c'est facile de lui faire une activité sportive, mais le chat, c'est quand même plus dur. Le chat, c'est plutôt lui proposer à la maison des jeux, des stimulus, si en fonction des appartements où il va pouvoir grimper en hauteur, etc. Et ça, on le voit très bien.
moi, mon chat, je l'ai fait perdre, là, je pense, 1 kilo ces quelques derniers mois. Et je vois tout de suite l'activité. Il est beaucoup plus actif, il va se déplacer, il va courir dans l'escalier, il saute, il redescend, chose qu'il faisait pas du tout avant. Et ça, c'est vrai que on le voit vraiment. Donc, lui-même, spontanément, en perdant du poids, va aussi reprendre un peu plus de mobilité. Et ça, c'est du coup aussi hyper important pour l'articulation, pour les troubles ostéo-articulaires qui vont s'installer. Ouais, faut que tu viennes coacher la mienne parce que moi j'ai mis une grande roue quand même, tu vois, qui vient des États-Unis où tu peux faire du sport dedans. Ah, Franchement, zéro succès quoi. La roue hamster, son quart, mais vraiment zéro sport. Donc c'est quand même, c'est pas évident quoi. Je veux dire, à part le laser ou le plumeau, enfin tu vois, mais bon, c'est pas assez d'activité quoi. non, pas du tout. C'est vraiment l'alimentation sur laquelle elle mange trop. Trop de réserves. La peau chez et il y a Laetitia donc, qui parlait effectivement de faire marcher et nager, enfin, de faire courir au marché les chiens dans l'eau pour Ouais, l'arthrose. ça c'est très très bien. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il va y avoir une plus faible gravité, forcément, le moins de poids sur les articulations. Donc, alors, la l'utilisation première de l'hydrothérapie comme ça, c'est plutôt justement pour les troubles ostéo-articulaires, de pouvoir retrouver une mobilité plutôt que de faire perdre du poids en vrai. Mais ça marche hyper bien aussi, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, de faire courir un chien ou de faire marcher un chien qui est en surpoids, c'est s'exposer à entraîner un stress articulaire parce que justement la répartition, trop de poids sur des petites articulations qui ne sont pas faites pour ça. Et c'est pour ça aussi, là, je voulais rebondir aussi sur la prise de poids quand elle est trop tôt, et ça notamment sur les grandes races de chiens ou de chats qui vont grandir lentement. On n'oublie pas que un Maine Coon, un berger allemand, des grandes races comme ça, ils vont atteindre une croissance, enfin une taille finale vers peut-être 2 ans. On peut même avoir des fermetures complètes des articulations jusqu'à 3 ans. Donc si avant cette période-là, l'animal prend du poids, eh ben, il va avoir énormément de risques de développer de l'arthrose très tôt. Parce que justement, les articulations n'étaient pas encore bien structurées, bien formées, elles sont encore plus stressées. Et peut-être aussi, on peut rebondir là-dessus, sur la prise de poids. Il y a aussi, on n'a pas parlé de la stérilisation. C'est une des conséquences de la stérilisation que tout le monde probablement sait. C'est effectivement en stérilisant un animal, il y a un risque de prendre du poids. C'est la principale conséquence. Parce que les besoins du métabolisme diminuent d'à peu près 20-30%. Donc c'est pour ça qu'il faut bien ajuster l'alimentation en fonction. Ça peut aussi, surtout si on stérilise très tôt, enfin vers 6 mois, et c'est souvent le cas des chats, on va aussi ça va avoir tendance à stimuler l'appétit. Donc là, c'est vraiment le combo gagnant. On se retrouve avec un chat qui a des besoins plus faibles et qui mange plus. Donc sans changer l'alimentation, sans mesurer, contrôler ce qu'on donne, c'est la recette assurée pour qu'il grossisse. Oui, donc tu expliques le fait qu'il y a beaucoup de chats en surpoids, au-delà du côté qui bouge pas. Il y a Exact. effectivement. Et il y avait mon chat Ron qui disait qu'il fallait persévérer et installer des moments de routine journalier finalement pour jouer avec son chat et pour lui faire perdre du poids. Ouais, ça c'est très bien. Le stimuler avec le tapis. Chez le chien, on pense au tapis de fouille, mais chez le chat, il y a plein de choses aussi. Vous pouvez cacher des croquettes dans des conques, des trucs, histoire de stimuler. Mais aussi que le chat c'est un chasseur. Donc le chat, avoir son bol de croquettes à disposition, bon, c'est pas fun pour lui, je résume, mais c'est ça. Donc alors après, il y a aussi des chats, vous leur mettez un conque devant, ils vous regardent en disant hors de question, moi je veux mes croquettes dans mon bol. Mais le chat a quand même un instinct de chasseur et donc effectivement en lui proposant, il n'est pas habitué à ce que l'alimentation tombe tout cru devant lui en fait. Donc toutes ces routines comme elle parle sont hyper importantes pour aussi garder cet esprit un peu vif et le rendre un peu plus, moins sédentaire et voilà et que ça s'installe moins sur le long terme sur ces problèmes. Alors, Baby Chou Californie, est-ce que j'ai dû passer à côté de quelque chose, désolé. Puisque j'ai dû lire, mais ça ne me dit rien. Surpoids, enfin si j'avais vu surpoids, mais il n'est pas du tout en surpoids. Si c'est moi qui suis pas en surpoids, c'est sympa. Sinon, je ne sais pas. Mais du coup, peut-être préciser parce que j'ai pas compris. Pardon. Mon bébé Maine Coon est beaucoup gourmand. Est-ce que c'est normal? Il adore les mêmes gourmandises que nous, beaucoup le lait, il saute sur la table, il guette nos assiettes. Alors,
normal ou pas normal, ça je ne sais pas. Il n'y a pas d'anormalité à être gourmand. On le voit bien, hein. Enfin, nous, on le voit, les gens nous racontent tous les jours le comportement, les habitudes de leur chat. Et il y en a qui refusent de manger n'importe quoi d'autre que, enfin, absolument rien d'autre que leurs croquettes. D'autres vont manger tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est très différent. Donc, je n'irais pas forcément dire que c'est normal ou pas. Pas d'inquiétude là-dessus. Mais après, voilà, il faut faire attention effectivement à tout ce qu'il va pouvoir manger en plus. Parce que ça aussi, une petite mise en garde, dès qu'on va essayer de faire perdre du poids à un animal, s'il a faim, il peut essayer de chipper, de voler, alors que ce soit dans la rue ou à la maison. Mais si c'est dans la rue, il peut tomber sur des aliments qui vont provoquer des troubles alimentaires, il peut s'intoxiquer je sais pas moi, des aliments empoisonnés par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant et c'est pour ça que, encore une fois, le principe des légumes, c'est de caler l'animal, il n'a pas faim, comme ça il ne va pas réclamer. Parce que faire perdre du poids à un chat, la première cause de l'échec des régimes, c'est les propriétaires qui se sont réveillés tous les jours à 3 heures du matin parce que le chat a faim et saute sur le lit, miaule, fait du bruit dans la cuisine, secoue sa gamelle, tout ce qu'on veut. Et aussi le chat qui peut retrouver des comportements un peu de prédation. Le chat qui a faim, il est passé à côté de votre table, il est caché sous la table, il vous saute dessus, il vous chope les mollets. Il fait ça 2-3 jours. Après, vous remplissez la gamelle de croquettes. Ouais, c'est à bout. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement. Vous baissez 1 gramme de croquettes toutes les 2-3 semaines, peut-être, vous voyez, c'est vraiment tout doucement pour l'habituer à ça. Alors, il y a Lucas qui dit mon chat adore les courgettes. Bon, ça c'est cool parce que c'est pas le cas de tous les chats quand même. Et il y avait est-ce que le lait est bon pour les chats, Sylvain? Ça, c'est un petit peu toujours la question. Mon chat adore les courgettes. Ah bah oui, très bien. Par contre, il n'aime pas les carottes. Bon. Alors, un collègue vétérinaire, donc il sait très bien de quoi il parle. Pour le lait, alors on aura tendance à dire que c'est pas forcément très digeste, donc c'est pas forcément nécessaire d'en donner aux chats, surtout du lait de vache qui sont pas forcément trop censés pouvoir digérer. Oui, c'est pas forcément nécessaire, en gros. C'est ça. Bon, et Randy, sur le marché, on trouve des croquettes pour chiens stérilisés, mais aussi light. Quelle est la différence? Bon, là, pour le coup, il n'y en a pas vraiment. C'est du marketing, donc le tout, c'est de regarder si effectivement le taux de glucides, protéines, etc. est le bon, et surtout si la composition est bonne, puisqu'il n'y a pas que il n'y a pas que les allégations marketing dans les croquettes. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de marketing. Donc, faites-vous accompagner de votre vétérinaire pour vous dire en fait quelle est la nutrition la mieux adaptée à votre animal, puisque vraiment on peut tout vous vendre avec les croquettes et le marketing, c'est un gros business. Il y a beaucoup de communication et pas toujours de science, donc faites-vous accompagner de gens bien. Et de toute façon, on va pas tarder effectivement à arrêter les amis, mais vous pouvez retrouver le replay sur Whoopets et on revient mardi prochain. Et si vous voulez des infos, sachez qu'il y a un podcast qui est génial, qui est par une consoeur de Sylvain, qui s'appelle Dr Charlotte Deveau, et qui a un podcast qui s'appelle La truffe dans la gamelle. Et là, vous avez plein d'infos, pareil, sur sur la nutrition pour les animaux. Donc, si vous avez effectivement des problèmes avec votre animal, vous trouverez plein de solutions là aussi. Sylvain, merci beaucoup, Dr Chawa. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. Merci les amis d'avoir été nombreux ce soir pour vos questions, etc. Et passez tous une très très belle soirée. Merci beaucoup, Johan. Ciao, ciao.